Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la saison 2 de Conjuguer les plaisirs. Nous sommes ravis de vous retrouver pour découvrir de nouveaux textes, de nouveaux horizons et de belles lectures à venir pour vous, chers auditeurs, auditrices. Nous sommes donc dans la saison 2, Conjuguer les plaisirs de notre histoire. Qu'est-ce que nous entendons par là ? Fabien, bonjour. Bonjour Clémence, bonjour à toutes et à tous. Alors c'était la première question, l'histoire. Comment allons-nous conjuguer notre histoire ? C'est ça. L'histoire d'un peuple, l'histoire des peuples, l'histoire du monde, de sa création, de la création des sociétés et des mœurs qui peuvent exister, la création de mythes aussi qui continuent de subsister dans la morale et dans la pensée de chaque être humain, mais l'histoire aussi à petite échelle d'un enfant qui arrive sur Terre, d'un couple qui se rencontre, l'histoire d'une petite communauté qui vit quelque part ou l'histoire d'une fleur qui pousse et qui fane. Que d'histoires à raconter. On aura plein d'histoires. Elles seront dans cette deuxième saison, 8 épisodes. Donc on a 8 occasions pour vous donner toutes ces histoires-là. C'est ça. On va voir l'histoire et celle avec un grand H. Exactement. Aujourd'hui. De quoi vas-tu nous parler, Fabien ? Eh bien, je vais vous parler de Albert Camus. Qui à travers les textes que j'ai choisis, on va voir 3 phases, on peut dire, de l'histoire. La première, celle avec un grand H, l'histoire avec les faits historiques et les dates. La deuxième, cette grande histoire à travers l'histoire de vie d'Albert Camus. Et la troisième phase, à travers les écrits d'Albert Camus et l'histoire qui nous sépare de lui jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir comment cette histoire-là a évolué. C'est dans ce premier épisode. Et c'est un très beau programme. Merci pour cette mise en haleine qui donne envie de savoir tout de suite de quoi tu vas nous parler plus en détail. Je rappelle que Conjuguer les plaisirs est une émission bimensuelle. Vous pouvez nous retrouver sur différentes plateformes comme YouTube, SoundCloud, Spotify. Vous pouvez nous trouver sur le site internet de Décibel FM, sur le site internet de la Voyelle Bleue et en écoute aussi en direct sur Décibel. Sur Décibel. Les jeudis et le samedi suivant. C'est ça, en rediffusion. Voilà, donc vous n'avez aucune excuse en nous disant je n'ai pas trouvé Conjuguer les plaisirs, c'est accessible un peu partout sur les ondes directement si vous êtes dans la région Nord-Lot, Sud-Corrèze et ensuite sur internet pour toutes les autres personnes. C'est ça. Comme nous sommes le premier épisode de cette deuxième saison, cela veut dire que les 8 textes que nous avons présentés dans la première saison sont enfin disponibles pour vous corriger. N'hésitez pas à aller voir sur le Facebook de Conjuguer les plaisirs et sur le site internet de la Voyelle Bleue, www.lavoyellebleue.com. Allez vite vous corriger avant de commencer cette saison 2 de dictée. Atypique, éclectique et atypique de la Voyelle Bleue. Et tout de suite, pour commencer, je vais vous présenter le haïku que j'ai écrit pour accompagner Fabien. Loin de tous les hommes, ils nous ont donné la vie, rêve de demain. Loin de tous les hommes, ils nous ont donné la vie, rêve de demain. Merci beaucoup pour ce haïku. Les auditrices et auditeurs ne le savent pas, mais c'est un haïku qui a été fait peu de temps avant l'émission et tu as été très bien inspirée, Clémence. Je t'ai juste donné quelques mots-clés et voilà ce haïku que tu nous proposes. Il va très bien parce qu'il introduit bien pour cette dictée de ce jour. Allez, je me lance. Lance-toi. Dis-nous tout. Allez, c'est donc maintenant la
présentation du texte. Je vous en ai déjà dit 2 mots, mais du coup on va parler d'Albert Camus. Petit rappel rapidement de sa biographie. Il est né en 1913, décédé en 1960 d'un accident de voiture, mais avec derrière une grosse polémique. Il y a des gens qui ont des théories comme quoi l'accident était volontaire et aurait été. Enfin, il y a une histoire avec les soviétiques, etc. Il y a des gens qui sont allés très loin là-dessus, mais la version officielle, c'est un accident. Il était avec un des membres de la famille Gallimard. Il revenait après un nouvel an et il est décédé lors de cet accident à l'âge de 46 ans, si mes calculs sont bons. Albert Camus, il est né en Algérie française. Il a un frère. Il est quasiment orphelin, enfin pas tout à fait, mais son père décède lors de la Grande Guerre, alors que Albert Camus n'a que 1 an. Sa mère est quasiment inexistante, muette. Elle parle très peu, elle entend très mal, elle s'exprime surtout avec des gestes. Du coup, ce qui fait qu'il sera principalement élevé par sa grand-mère et son oncle. 2 mots sur les premiers personnages qui l'ont inspiré, qui lui ont donné cet amour de la littérature. On peut citer tout d'abord son oncle, Gustave Acco, qui lui fait connaître ses premiers plaisirs de la littérature. Ensuite, il y a Monsieur Germain, son instituteur, avec qui les portes du lycée s'ouvrira, et c'est quelqu'un qui restera tout au long de sa vie un ami proche, cet instituteur, Monsieur Germain. Et ensuite, une fois au lycée, ça a été son professeur de philosophie, qui continuera à venir parfaire l'éducation d'Albert Camus, qui donc est né dans un milieu plutôt pauvre et assez peu éduqué, puisqu'ensuite Albert Camus deviendra l'un des penseurs les plus influençables du XXe siècle. Il est écrivain... Influenceur. Merci. Oui, il s'est fait influencer au début, mais ensuite, c'est lui qui a influencé les autres penseurs. Écrivain, essayiste, philosophe, romancier, dramaturge et nouvelliste. Pour citer quelques ouvrages, déjà sur son côté dramaturge au théâtre, Albert Camus a écrit Caligula, ou encore Les Justes, ou même Le Malentendu. Ces romans, là, je crois que tout le monde les connaît. On peut citer L'étranger, encore La Peste. Il y a aussi des nouvelles, comme L'exil et le royaume, des poèmes dans ses nombreux carnets. Sur ces différentes œuvres et ses essais également, il développe, on peut dire, un humanisme fondé sur la prise de conscience de ce qu'est l'absurde. On va en dire 2 mots ensuite. Et l'absurde, mais celle notamment de la condition humaine. En réponse à l'absurde, il renvoie à la révolte. La révolte qui conduit à l'action. Pour lui, elle est positive, la révolte. Elle donne un sens au monde et à l'existence. Après, vous repenserez à ce que je dis quand on lira des petits extraits, parce que dans le passage choisi aujourd'hui pour cette émission, ce n'est pas tiré d'un de ses romans ou un de ses articles. Je rappelle qu'il a écrit dans la revue Le Combat, mais c'est tiré d'une conférence, et j'ai choisi ce discours parce qu'il annonce plusieurs axes de ses futurs travaux. Ce discours a été écrit ce discours a été dit, le 28 mars 1946 devant 1200 étudiants américains à l'université de Columbia à New York. Et du coup, là-dedans, il parle de ses travaux, il parle de la place de l'homme après les ravages de la guerre. Bien entendu, il échafaude ses premières pensées sur l'absurde, mais aussi il parle de l'histoire, et c'est pour cela que j'ai choisi ce passage. Dans ce discours, Camus désigne l'hitlérisme comme un mal qui ne se résume pas à son seul tyran, Hitler,
mais plutôt comme ayant des causes plus profondes auxquelles toutes et tous ont participé en acceptant, par exemple, de remplacer la valeur de l'homme par la fatalité de la bureaucratie, par la doctrine, la réussite ou la puissance. Le titre de ce discours, il résonne encore aujourd'hui, c'est un mot qu'on emploie souvent, même des fois trop souvent, la crise de l'homme. Alors je vais vous lire un extrait. Dans son développement, il dit ceci: « Si notre analyse est juste, quelles sont donc les caractéristiques de cette crise ? Elles sont, premièrement, la volonté de puissance, deuxièmement, la terreur, troisièmement, le remplacement de l'homme réel par l'homme politique et historique. Quatrièmement, le règne des abstractions et de la fatalité, ce sont les idées autant que les industriels qui tuent aujourd'hui les hommes. Cinquièmement, la solitude sans avenir. » Et à ça, ensuite, il propose différentes solutions. Enfin, il propose des thématiques que l'on pourrait aborder pour essayer de se sortir. Et je trouve que... Des pistes de réflexion. Voilà, ouais. Des pistes de réflexion à mettre en œuvre plus ou moins facilement. Je vous en cite quelques-unes. Et nous savions alors que nous devions faire en face de ce monde déchiré par sa crise. Nous devons 1. Appeler les choses par leur nom, et bien nous rendre compte que nous tuons des millions d'hommes chaque fois que nous consentons à penser certaines pensées. Ça va assez loin. Deuxièmement, la deuxième chose à faire est de décongestionner le monde de la terreur qui y règne et qui l'empêche de penser bien. La troisième chose à faire est de remettre chaque fois qu'il sera possible la politique à sa vraie place. Quatrième chose à faire est de rechercher et de créer à partir de la négation les valeurs positives qui permettront de concilier une pensée pessimiste en une action optimiste. Voilà un petit peu le programme d'Albert Camus. Sacré programme. À la sortie de la guerre. C'est quand même hyper inspirant, je trouve. Les mots qui sont posés, Tout à fait. C'est puissant. Ouais. Cette manière de se porter comme un penseur de l'avenir, mais en toute modestie, modestie, tu vois, je veux dire. Bien sûr, c'est Albert Camus, mais il dit, il y aura, il parle de pessimisme. Je pense qu'il écrit en étant complètement conscient j'allais dire, de la merde dans laquelle ils sont. Là, ils sortent juste de la guerre. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il est, que c'est hyper beau en fait de dire d'aller voir des étudiants et d'oser avoir un discours comme ça à la sortie de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qu'on n'a pas vécu toi et moi, mais on ne peut que dire que ça a dû être d'une violence et d'une aberration énorme pour tout le monde sur Terre. Et là, il arrive avec un discours qui est solide, je trouve. Tout à fait. C'est un discours qui fait 7 pages. C'est pas très très long, mais dans son développement, justement, il amène énormément de clés pour penser notre monde d'aujourd'hui. Avant de parler du texte en lui-même, et Clémence, tu nous feras cette première lecture et on en dira 2 mots, je voulais finir avec ce qui fait partie de sa conclusion. C'est sur la dernière page où... à nouveau, comme tu disais, il va aller même encore un peu plus loin pour nous donner, là, on va dire plus sur le plan émotionnel, comment aborder des crises de l'homme. Là, ils sortent, ils y sont encore, ils sont à peine un an après la fin de la guerre, donc les visages sont encore frappés, les esprits sont encore anéantis, plus ou moins, par la guerre, par les affres qu'elle amène dans la vie de tout un chacun. Et je vais vous lire juste ce petit passage qui est donc sur la conclusion. Cela signifie que nous avons tous à créer, en dehors des partis et des gouvernements, des communautés de réflexion, qui entameront le dialogue à travers les nations, et qui affirmeront par leur vie et leur discours que ce monde doit cesser d'être celui de policiers, de soldats et de l'argent pour devenir celui de l'homme et de la femme, du travail fécond et du loisir réfléchi. Voilà, je crois que là on a des perspectives qui nous arrivent en tête en nous disant oui, c'est ça qui doit être
un point de mire pour toute une société, un travail fécond et des loisirs réfléchis. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Merci beaucoup Fabien pour cette présentation et je suis ravie de pouvoir vous faire la première lecture du texte que Fabien a choisi pour vous, pour ce premier épisode de notre saison 2, Conjuguer les plaisirs de notre histoire. Est-ce que je peux lire ? Bien sûr. Ce monde n'est ni meilleur, ni plus raisonnable. Nous ne sommes toujours pas sortis de l'absurdité, mais nous avons du moins une raison de nous efforcer pour changer ce monde, et c'est cette raison qui jusque-là nous manquait. Le monde serait toujours désespérant s'il n'y avait pas l'homme, mais il y a l'homme et ses passions, ses rêves et sa communauté. Nous sommes quelques-uns en Europe à unir ainsi une vue pessimiste du monde et un profond optimisme en l'homme. Merci. C'est une dictée assez courte, elle fait 80 et quelques mots. Alors je monte un peu mon micro pour pouvoir voir Clémence écrire la dictée, parce que oui, auditrice, auditeur, j'ai besoin de m'exercer encore un peu, et du coup Clémence va être mon témoin pour savoir si je vais trop vite. J'allais dire pas assez vite, mais non, il y a de grandes chances que j'aille trop vite plutôt que pas assez. Je suis prête. Tu es prête? C'est parfait, j'espère que vous aussi. Nous allons commencer la dictée. Alors le titre, je vous le donne, c'est La crise de l'homme de Albert Camus. La crise de l'homme. Ce monde n'est ni meilleur. Ce monde n'est ni meilleur, virgule, ni plus raisonnable, virgule. Nous ne sommes toujours pas, nous ne sommes toujours pas sortis de l'absurdité, virgule. Nous ne sommes toujours pas sortis de l'absurdité, virgule, mais nous avons du moins une raison de nous efforcer pour changer ce monde. Et c'est cette raison qui jusque-là nous manquait. Point. Et c'est cette raison qui jusque-là nous manquait. Point. Le monde serait toujours désespérant s'il n'y avait pas l'homme, virgule, s'il n'y avait pas l'homme, virgule, mais il y a l'homme et ses passions, virgule, mais il y a l'homme et ses passions, virgule.
ses rêves et sa communauté. Point. Ses rêves et sa communauté. Point. Nous sommes quelques-uns en Europe. Nous sommes quelques-uns en Europe à unir ainsi une vue pessimiste. À unir ainsi une vue pessimiste du monde et un profond optimisme en l'homme. Je vous le répète. À unir ainsi une vue pessimiste du monde et un profond optimisme en l'homme. Point final. Super. Ok. Tu nous refais allez, une dernière lecture avant la correction ? Voilà, la troisième lecture. Vous allez pouvoir relire. Ce monde n'est ni meilleur, virgule, ni plus raisonnable, virgule. Nous ne sommes toujours pas sortis de l'absurdité, virgule, mais nous avons du moins une raison de nous efforcer pour changer ce monde, et c'est cette raison qui jusque-là nous manquait. Point. Le monde serait toujours désespérant s'il n'y avait pas l'homme, virgule, mais il y a l'homme et ses passions, virgule, ses rêves et sa communauté. Point. Nous sommes quelques-uns en Europe à unir ainsi une vue pessimiste du monde et un profond optimisme en l'homme. Point. Final. J'ai écrit optomiste. Ah, un optomiste. Ouais, un optomiste. Ben oui, à l'heure d'aujourd'hui... moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien optomiste. Ouais. Hein. Attends, optimisme. Comme on a parlé entre-temps, je pense que ça m'a... Bon, allez. Optimisme. Alors... Voilà pour la dictée. Clémence, as-tu eu des difficultés ? Alors, puisque je suis une as de la langue française, je n'ai pas eu de difficultés. Non, je rigole. Comme on en parlait juste avant, je pense que c'est un texte, comme tu as dit, assez court. Chaque mot est bien pesé. Je ne trouve pas qu'il y ait de grosses difficultés. En revanche, il y a quelques points sur lesquels on peut revenir, ceux que tu m'as mentionnés, que tu as mentionnés en amont, parce que ce sont des petits détails qui feront la différence. Tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de mots dont on a peu l'habitude. Non, c'est voilà, c'est un vocabulaire assez accessible, des mots assez faciles, mais avec voilà des petites choses que j'ai remarquées, et notamment là on va plus parler règles d'orthographe autour, pas de la ponctuation, mais comment on appelle les apostrophes, les tirets, tout ce qui fait autour des mots. Ça reste quand même des symboles, des signes. Voilà, sur les signes. Et dans ce petit passage, il y a plusieurs. Il y a dans jusque-là, il y a dans Silni, ensuite c'était Ave, quelques-uns. Et voilà. Du coup, voilà. Voyons d'abord pour l'apostrophe. Est-ce que tu veux la dire, Clémence ? Vas-y. La règle ? Allez, je ferai celle d'après. D'accord, ok, très bien. Alors sur l'apostrophe, par exemple dans Silni, eh bien l'apostrophe remplace une lettre qui a disparu, parce que dans Silni, en fait c'est un peu l'abréviation de si, il, ni, i, ni, plus loin y. Et on enlève quelques lettres du coup pour que cela sonne bien à l'oreille. Vous dites très spontanément le lièvre, le
Ensuite, nous avons une consonne, donc là on va laisser le lièvre. Mais sur le âne, bien on a une voyelle qui commence le mot âne. Du coup, là on va utiliser l'apostrophe et on va raccourcir en disant tout simplement l'âne. C'est vrai que quand on dit s'il n'y avait pas l'homme, on entend on entend qu'il y a une contraction et on sait parfois pas comment l'écrire. C'est plutôt sur ça qu'il faut savoir où est-ce qu'on met les apostrophes. Et donc il y en a une à S apostrophe il pour remplacer le si il et à N apostrophe Y pour remplacer le ni i. Et la faute courante qu'il peut y avoir, c'est d'écrire s'il comme il faut et ni ni avait pas l'homme. Donc cette règle est très très intéressante à revoir. Comme tu dis, avec le lièvre et le âne, ça semble très fluide, je pense, dans la diction ou dans l'écriture. Mais pour ce genre d'expression, s'il n'y avait pas l'homme, c'est bien de pouvoir le rappeler. Et ensuite, dans les tirés, celui du trait d'union, nous avons également une règle comme dans quelques-uns. Alors quelques-uns, quelques-unes s'écrit avec un trait d'union. J'espère que vous l'avez mis entre le S de quelque et le U de un, quelques-uns. C'est au sens de personne qui a de la valeur, quelques-uns. Mais nous mettrons par contre une apostrophe lorsqu'il est au singulier, quelqu'un, une personne parmi d'autres. Quelqu'un, là ce sera apostrophe entre quelque et un. Et d'ailleurs, petite chose comme ça, même s'il s'applique à une femme, on dit encore quelqu'un. Cette fille est vraiment quelqu'un. Exactement. Là où au pluriel, dans l'exemple que tu donnes, ça devient quelques-unes, avec un trait d'union. On n'oublie pas d'ailleurs à quelques-uns le S à 1. Ouais. Un petit S qu'il faut pas oublier. Je sais pas s'il y en a d'autres des S, oui. Il y a un autre S, et si tu me permets, je vais passer sur la correction qu'on voulait apporter. Nous ne sommes toujours pas sortis de l'absurdité. Sorti ici est un adjectif qui s'accorde donc en genre et en nombre. Au sujet nous ne sommes toujours pas sortis. Sortis, S-O-R-T-I-S. On peut faire une toute petite analyse de la langue française à ce moment-là, par rapport aux mots et aux tournures qu'a choisi Albert Camus dans ce discours, où il choisit plutôt une voix passive. Nous ne sommes toujours pas sortis de l'absurdité, plutôt qu'une voix active. Pour faire la différence, la voix active fait l'action, tandis que la voix passive subit l'action. Ici, il parle comme si nous subissions l'action de ne pas sortir de l'absurdité. Tout petit point littéraire, linguistique, mais qui peut avoir son importance, et peut-être que ça a traversé l'esprit d'Albert Camus quand il écrivait. Et du coup, si on voulait le mettre à la voix active, est-ce que si je dis nous ne sortons toujours pas de l'absurdité, ça serait la voix active? C'est ça, oui. D'accord, donc effectivement plus direct, le verbe fait l'action du sujet directement. Mais comme je le disais au début, Albert Camus, dans ses nombreux ouvrages qui viendront après ce discours de 1946, développe énormément sur les notions de l'absurdité. Je vous invite à aller relire vos classiques. D'ailleurs, toi Clémence, pour conclure, Camus, est-ce que tu l'as déjà rencontré dans ta vie littéraire? J'ai lu, comme je te disais hier, j'ai trouvé dans un vide-grenier d'un château, donc c'est Carnet, le premier. Il y a plusieurs tomes de Carnet, le premier. Sinon, je crois pas avoir lu l'intégralité d'un livre de Camus. Aïe, 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 papa, si tu m'entends. Parce que je crois que c'est un écrivain qu'il apprécie beaucoup, enfin, j'en suis sûre, qui a nourri beaucoup de réflexions chez mon père, et bon, vous savez quoi m'offrir à Noël, les parents. Non, j'en ai en plus de Camus, mais je crois que le moment où j'aurais pu le lire, c'était ces dernières années, quand on nous parlait de la peste, etc.
Et puis, bon, plutôt envie de faire l'autruche à ce moment-là et de pas me plonger dans cette lecture qui aurait pu me rappeler ma triste condition humaine. Et la boucle est bouclée avec Malraux qui faisait partie des mouvements humanistes des années 50-60. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine ce premier épisode de la saison 2 sur l'histoire. C'est ça, merci beaucoup Fabien d'avoir inauguré cette saison. Merci à toi et à toutes les précisions que tu nous as apportées. Avant de se quitter, on va vous en donner encore quelques-unes, notamment les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez aller soit sur YouTube, Spotify, SoundCloud... Décibel FM. Si vous voulez suivre nos actus, sur Facebook. Avec Conjuguer les plaisirs. Insta. Oui. Sur Instagram, vous trouverez des petites vidéos inédites qui font aller plus loin après la présentation d'une œuvre. Je vous laisse aller voir ça, Conjuguer les plaisirs, sur toutes les plateformes. Vous nous trouverez sous ce nom. Et n'hésitez pas à aller sur le site de La Voyelle Bleue. Nous le rappelons, ce sont nous conjuguons les plaisirs, la dictée éclectique et atypique de La Voyelle Bleue. Oui. La prochaine fois, ce sera à toi de choisir le texte. Exactement. L'as-tu déjà fait ou pas encore? Il y a un livre dont j'aimerais beaucoup parler, mais c'est-à-dire qu'il me reste donc 2 jours pour le lire d'ici le prochain enregistrement. Je vais voir. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui me titillent, mais c'est vrai que ce livre est assez touchant. Je vous en dirai plus pour vous, chers auditeurs, auditrices, dans 2 semaines. Merci beaucoup à toi et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de La Voyelle Bleue.